Et nous nous retrouvons pour cette toute dernière séquence de la plénière du colloque sur la transition écologique des événements sportifs et culturels avec notre grand témoin, Virginie Resson-Victor, qui nous fait le plaisir de nous avoir rejoints pour clôturer le colloque. Je vous présente en quelques mots. Je vais essayer de synthétiser parce que voilà, vous êtes chercheur analyste en relations internationales, géopolitique et prospective. Vous êtes aussi cofondatrice et porte-parole du Grand défi des entreprises pour la planète que vous avez lancé en 2021 avec Jérôme Cohen, une initiative dont l'objectif est de contribuer à améliorer la cohérence, l'efficacité et l'impact de l'action des entreprises en faveur du climat, et il y a un peu de boulot. Vous avez tout récemment rejoint le Sustainable Board de Guerlain et vous êtes président du comité de mission de l'entreprise CETI, alors que peut-être vous ne connaissez pas encore, mais c'est une belle entreprise, un bel exemple de transformation responsable. CETI construit des fenêtres, hein, c'est ça, vous m'avez dit. Bel exemple de transformation responsable et durable d'une entreprise. Et puis également, je précise que vous êtes depuis 2020 président du GIEC Pays de la Loire. Alors, on voit bien, on comprend bien que vous êtes à l'interface de plusieurs mondes. Vous allez nous partager pendant une trentaine de minutes. Hein, je crois que les horaires n'étaient pas complètement bons, ceux qui étaient affichés. Donc, on est bien réunis jusqu'à 12h30. Vous allez partager avec nous votre regard sur ce qui se joue actuellement pour la planète, pour lutter contre le réchauffement climatique notamment, même au niveau social. On a vu ce matin, on a parlé vraiment des 3 piliers, englober tout ça, et comment ne pas finalement être paralysé par l'ampleur des enjeux qui sont devant nous, et peut-être des résultats parfois un peu décevants de nos politiques qui se retrouvent sur des sommets comme le dernier à Glasgow. On a l'impression que ça ne va pas assez vite et que ce n'est pas à la hauteur de l'enjeu. En tout cas, je vous laisse la parole et je vous retrouverai pour des questions. Donc posez vos questions, hein, bien sûr, on aura un temps d'échange. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Moi, je suis ravie d'être là. Et quand on travaille, comme c'est mon cas depuis plus de 20 ans sur les questions de RSE, je dois dire que ce genre d'événement et de mobilisation est très réconfortant. Parce qu'il y a 20 ans, quand on était acteur dans ce champ-là, on désespérait que la prise de conscience arrive, que les acteurs se mobilisent. Alors évidemment, ça fait très très plaisir de pouvoir participer à ce genre d'événements. Vous parliez à l'instant des événements mondiaux et de la difficulté des politiques à faire face aux enjeux que vous abordez ce matin, aux enjeux RSE. Je vais revenir, du coup, je vais peut-être commencer, puisque c'est un petit peu mon métier. On va prendre un peu de hauteur. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste de l'événementiel. J'adore y participer, et j'ai toujours mon gobelet, mes couverts et ma gourde depuis déjà quelques temps. On a même une collection de gourdes à toutes les tailles chez nous. Je ne suis pas spécialiste de l'événementiel. En revanche, peut-être que, et c'était l'idée, je pense, de ma venue ce matin, on va prendre un petit peu de hauteur et de respiration et d'élan au moins jusqu'au prochain événement et pour les prochaines années, pour rester actif, acteur, déterminé, résolu à faire avancer les choses. Prendre un peu de hauteur, c'est déjà repartir de ce qui vient de se passer et à propos de la difficulté des politiques, c'est-à-dire la COP26. Et on pourrait même associer d'ailleurs la COP15 qui a démarré, puisqu'elle est en 2 étapes, sur la biodiversité il y a quelques semaines, au mois d'octobre. Effectivement, il y a aujourd'hui, c'est ce que nous a révélé la COP26, il y a une difficulté. Alors moi, je ne fais pas partie des gens qui disent que c'est un échec, ni que c'est une réussite, parce que pour l'instant, de toute façon, il est absolument impossible de faire le bilan de cette COP. C'est au vu des actions qui vont être entreprises et qui vont être menées par la suite, des décisions qui vont être engagées, qu'on pourra faire un bilan et dire finalement la COP26 a été une impulsion majeure ou pas. Juste un petit retour en arrière, on considère, il est commun de considérer que l'accord de Paris et la COP... tout d'un coup, la COP 21, pardon, et les accords de Paris sont un succès. Et en réalité, là, comme vous le savez, on est très très loin des résolutions et des engagements qui avaient été pris alors en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, puisque on avait promis de converger, de se mettre sur la trajectoire. On s'était engagé à se mettre sur la trajectoire de 1,5 degré à la fin du siècle. Et pour l'instant, on est sur le 2,7 degrés. Donc, c'est dire la distance entre l'engagement formel qui a été annoncé à Paris et la réalité des choses. Et pour autant,
l'accord de Paris et la COP21 restent un succès parce que ça a été une première mobilisation majeure, une première prise de conscience et surtout la reconnaissance de l'urgence et se fixer cet objectif de 1,5 degré. Donc ça, c'est pareil pour la COP26. Il faut se dire qu'il est beaucoup trop tôt, probablement, pour faire un bilan. Maintenant, on peut quand même tirer quelques enseignements sur cette COP26. Donc la difficulté, le premier enseignement, c'est que les États, à mon sens, arrivent au bout de ce qu'ils peuvent faire. En réalité, chaque État représente un certain nombre d'intérêts et ces intérêts ne convergent plus, ne peuvent pas ou difficilement converger au-delà de la convergence minimale nécessaire il est impératif pour les générations futures qu'on puisse maîtriser et même diminuer les émissions de gaz à effet de serre au risque sinon de se trouver sur une planète invivable. Ça, c'est le point sur lequel tout le monde est d'accord, mais ça ne suffit pas. L'objectif de 1,5 degré, il a été adopté. Maintenant, toute la problématique, c'est de savoir comment on va à 1,5 degré. Comment on met en œuvre cet accord. Et c'est là où les divergences de positionnement des différents États sont des handicaps majeurs pour la mise en œuvre, parce que si vous êtes américain, votre problème, vous avez, je donne 3 exemples. Si on est américain, on vit dans un pays qui a été conçu, une civilisation même, qui a été conçue sur l'étalement urbain, sur les transports, l'usage de la voiture, tout le développement industriel. Et donc on a des villes très étalées, des distances très grandes, qui sont, comme il n'y a pas eu de développement ferroviaire, qui sont fondées sur le transport aérien. Et donc la problématique des Américains, c'est décarboner l'énergie en réalité. Et parce que toute la réussite sociale, le modèle de vie, le mode de vie américain repose sur une consommation importante d'énergie. Donc dans la mesure où on ne veut pas remettre en cause tout l'aménagement et tout le mode de vie américain, eh bien eux, leur priorité, ça va être une priorité quasiment technologique, enfin d'innovation pour décarboner l'énergie. Si vous êtes chinois, vous avez une autre problématique. Vous êtes chef d'État chinois, vous avez un contrat social avec la classe émergente qui vient d'apparaître et qui qui promet à ces nouvelles classes moyennes, c'est-à-dire à peu près 800 millions à 1 milliard de personnes en Chine tout de même, c'est une augmentation continue du mode de vie, du niveau de vie. Puisqu'on a 800 millions de personnes qui ont émergé, qui sont sorties de la pauvreté depuis 30 ans. Maintenant, le contrat, c'est la stabilité politique et éventuellement le fait de ne pas avoir une démocratie contre une qualité de vie et une élévation du niveau de vie. Et le problème, c'est que pour ça, il faut maintenir un taux de croissance très important, puisque c'est ça qui gère les revenus. Or, la croissance, on le sait, elle est très prédatrice en termes de ressources. Elle exige beaucoup d'énergie, mais aussi beaucoup de ressources, de matières premières dont la Chine n'est plus du tout, pour laquelle la Chine n'est plus du tout autonome. Et donc, pour ce pays, l'objectif pour maintenir sa croissance, ça va être de passer à une économie tertiaire et par ailleurs de décarboner là aussi les énergies et d'améliorer la qualité de l'air, puisque ça devient un objet de contestation sociale. Hein, les gens ne veulent plus vivre dans des villes hyper polluées en Chine, et plus que leur niveau de salaire maintenant, c'est le niveau de pollution qui motive l'opposition. Donc pour la Chine, l'objectif, ça va être d'acheter un maximum de brevets et d'accélérer l'innovation technologique des brevets pour pouvoir produire le plus d'énergie renouvelable. Et ce n'est pas pour rien qu'ils sont leaders dans l'éolien, dans le solaire. Ils ont même quasiment un monopole sur la fabrication des cellules photovoltaïques et probablement, moi je ne serais pas surprise qu'ils soient les premiers à mettre en œuvre massivement une filière à hydrogène. Donc ça, c'est le point de vue chinois. Et puis après, on a le point de vue des pays en voie de développement qui disent « vous êtes bien gentils, nous sommes les premières victimes du réchauffement climatique, des dégradations de la biosphère. Or, nous ne sommes historiquement pas responsables », ce qui est tout à fait exact, puisqu'aujourd'hui, les dérèglements auxquels on assiste et les catastrophes naturelles que ça entraîne sont liés aux émissions dites historiques, c'est-à-dire qui correspondent à la période à l'industrialisation des pays riches et à la fin du XXe siècle. Eux, à ce moment-là, n'étaient pas du tout dans cette consommation et donc cette émission de gaz à effet de serre, mais c'est eux qui en payent les premiers le prix aujourd'hui. Donc leur position, c'est de dire déjà compenser déjà toutes les conséquences des émissions que nous subissons, et puis en plus du préjudice subi au titre de la colonisation, par exemple. Et donc, si vous nous aidez, là, on pourra s'engager pour la suite. Mais pour l'instant, nous, on a encore droit au développement, on n'est pas responsable des catastrophes. Donc voilà, ça, c'est le positionnement des pays émergents. Et puis, quatrième positionnement, typiquement, celui de l'Europe.
L'Europe qui est dépourvue de ressources naturelles, qui est dépourvue d'énergie, qui est vieillissante, qui produit beaucoup moins de croissance et beaucoup moins de revenus et donc aussi beaucoup moins d'innovation que les régions plus jeunes. Et donc là, on est dans une autre problématique et c'est pas pour rien que l'Europe est la première région, et quasiment la seule région à dire aujourd'hui, on a un problème de modèle. Mode de vie, modèle économique, puisque ce modèle économique n'est pas compatible avec la finitude des ressources et la préservation de la biosphère. Donc voilà, c'est un peu long, c'est un petit peu géopolitique, mais c'est extrêmement important de comprendre pourquoi aujourd'hui les États ont du mal à converger au-delà des engagements qu'ils avaient pris à Paris et des quelques améliorations qui ont été adoptées à Édimbourg, mais je ne suis pas certaine, c'est pas certain qu'on puisse attendre beaucoup plus d'eux. Maintenant, je pense que là où on peut faire la différence et on peut faire de la COP26 un succès, c'est à partir du moment où tous les acteurs de l'économie, cette fois, pas seulement les acteurs politiques, mais aussi les acteurs de l'économie, au sens très large du terme, s'emparent des problématiques, s'emparent des objectifs et mettent en œuvre finalement toutes les mesures connues, parce qu'en réalité on connaît les mesures, on connaît les solutions. Hein. C'est une décision à prendre à chaque niveau, au niveau de l'événementiel par exemple, mais dans tous les secteurs, d'engager des mesures qui permettent évidemment de réduire les émissions de gaz à effet de serre et les impacts sur la biodiversité, puisqu'il est important aussi de ne plus séparer les deux thèmes, puisqu'ils sont tout à fait liés. Donc si je reprends, en fait, là où on en est aujourd'hui, le diagnostic, il est là. Tout le monde s'accorde sur le lien entre les activités humaines et l'impact sur la biosphère. Les risques et les menaces, on les connaît d'autant mieux, par exemple, en Europe depuis l'été dernier, où on a vu multiples catastrophes s'accumuler en Turquie, en Allemagne, que ce soit les incendies, les inondations, ou ça peut être l'ampleur des tempêtes, etc. Les menaces, les risques et le coût, puisque tout ça a un coût en assurance, un coût humain, évidemment. Et donc, on connaît le coût, on connaît la trajectoire du climat, puisqu'il y a eu le nouveau rapport du GIEC qui est sorti en août dernier et qui est très précis, et de plus en plus précis d'ailleurs sur ce qui nous attend pour les prochaines décennies. Je le disais, on connaît les solutions, en réalité. On connaît les solutions en termes énergétiques, en termes technologiques. On sait qu'il y a, donc on a des solutions qui sont liées à la technologie, des solutions qui vont être liées à la contrainte, aux interdictions, et ça progresse aussi avec les nouvelles lois, mais aussi les solutions en termes de sobriété. De moindre gaspillage. Et ça, l'avantage, c'est que c'est une solution qui est accessible à tous. Donc elle est très intéressante au sens où on n'a pas besoin d'attendre les politiques pour savoir que si on vit plus sobrement, eh bien on a un impact moindre sur la planète. Et donc pour dépasser ces intérêts divergents, ce que je disais, l'important c'est maintenant que les autres acteurs prennent le relais, mais en plus qu'on crée de la convergence entre ces acteurs. C'est-à-dire qu'il va falloir agir à toutes les échelles. Alors les acteurs, c'est qui? Ce sont les métropoles, ce sont les régions, ce sont les collectivités, ce sont les entreprises, ce sont les citoyens, ce sont les organisateurs d'événements. Tous ces acteurs-là, eh bien, il est important qu'ils prennent conscience que c'est leur action collective, qu'il n'y a pas un acteur plus responsable que l'autre, parce qu'on est dans quelque chose qui est systémique, tout est lié. En réalité, tout est lié. Nos modes de consommation, nos modes de transport, les décisions donc d'aménagement qui conduisent à des modes de transport différents, les décisions énergétiques qui vont composer le mix énergétique, etc. Tout est lié. Et donc, se dire que c'est aux autres de commencer, aux politiques ou aux entreprises, c'est un leurre en réalité, puisque les entreprises vont aussi réagir sous la pression des consommateurs, qui eux-mêmes vont peut-être réagir en fonction d'une loi ou d'une information ou d'avoir fait une fresque. Donc, on voit bien que tout est lié. L'information, la loi, les modes de vie, les décisions économiques, les investissements. Donc, il est important aujourd'hui de créer de la convergence et de comprendre que nous avons un intérêt commun à agir ensemble parce que notre impact sera d'autant plus important. Et pour créer de la convergence, eh bien, il y a des tas de nouveaux outils, et c'est là où on a une chance folle par rapport à l'histoire. Typiquement, on a Internet, on a des réseaux, on a la possibilité, regardez, de se réunir même virtuellement, mais pour discuter, pour échanger. On a plein d'outils, on a beaucoup à progresser sur les outils d'intelligence collective. On sait, avec la Convention citoyenne, on a découvert, par exemple, ce que c'était qu'une conférence de consensus, qui est un
outil démocratique et qui peut permettre de créer de la convergence entre différents acteurs. Donc tout ça est faisable. Et je voudrais même insister sur le fait qu'en fait, on l'a déjà fait, on ne le sait même pas. Il s'est passé des choses dans l'histoire qui montrent que c'est tout à fait possible. Alors, on va prendre carrément, là, pour le coup, c'est ma formation d'historienne que je vais utiliser, en repartant de ce qui s'est passé en Europe en 1945. Imaginez-vous, vous êtes français en 1945, on sort de la guerre, en gros, ou vous êtes allemand, ou vous êtes hollandais, on est sur des nations qui se détestent, qui sont complètement détruites, des infrastructures un peu moins dans certaines régions de la France, quoique dans l'Ouest, ça se discute, mais que dans d'autres pays. L'Allemagne est un pays détruit, enfin, on a des pays, la Belgique, on a des pays détruits, on a des nations détruites, affaiblies, en deuil, et qui se détestent parce qu'évidemment, la responsabilité du conflit est projetée sur l'autre. Et donc, au total, on a un continent qui est divisé, et en plus, il ne s'agit pas de la dernière guerre, c'est un continent qui a été divisé par des décennies et des décennies de guerre. Parce que c'est pas la Deuxième Guerre mondiale n'est pas une guerre, c'est la dernière des très nombreuses guerres qui divisent l'Europe, puisque ça fait des siècles que l'Europe, en gros, règle ses conflits politiques et ses divergences par des conflits armés. Et à partir de là, vous avez quelques penseurs, quelques visionnaires et quelques hommes politiques assez audacieux et courageux qui se disent, puisqu'on n'arrive pas à résoudre nos intérêts différents par les armes, et puisqu'on ne peut plus, parce que le prix est trop élevé, eh bien, créons de la convergence, créons un intérêt commun qui va nous lier dans l'action. Et l'intérêt commun, évidemment, c'est la paix en Europe, c'est la stabilité et la paix européenne. Et pour ça, ils vont créer un intérêt commun autour, et c'est comme ça qu'est née la communauté européenne du charbon et de l'acier, qui est le cœur de l'industrie européenne et qui a elle-même cette région productrice à la frontière entre la France et l'Allemagne, qui a été longtemps un objet de tension. Et donc, l'idée de dire on va gérer ensemble nos ressources en charbon et en acier pour reconstruire l'Europe, créer de l'intérêt commun, eh bien, permet à ce moment-là de réduire les tensions et au contraire de stimuler les collaborations. Et si on voit qu'on est capable de collaborer sur telle problématique ou sur tel aspect, dans tel domaine, eh bien, on va pouvoir créer d'autres collaborations. Et c'est exactement ça le processus de la construction européenne. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'entre le moment où la guerre s'achève et le moment où on lance ce processus, c'est même pas 10 ans, c'est 6 ans. Il a fallu 6 ans. Vous vous rendez compte, en 6 ans, on est capable d'infléchir le cours de l'histoire, et pas de 10 ans d'histoire, pas 10 ans de conflit, mais pas 6 ans de conflit, mais des décennies d'histoire. Eh bien, on est un peu dans cette même configuration aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en réalité, on a des aspirations, des besoins différents d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre, et en même temps, on a cet intérêt commun qui est la survie des générations futures, mais même dans la gestion des catastrophes naturelles, l'adaptation au changement climatique, etc. Et donc, pour toutes ces raisons-là, c'est intéressant d'utiliser tous ces outils de convergence avec cette idée que nous sommes liés par la planète, mais aussi par l'intérêt commun pour les années à venir en termes d'adaptation et pour les années suivantes en termes de réduction des gaz à effet de serre. Et donc, moi, je pense que c'est possible puisqu'on a été capable de le faire. Et je pense que l'Europe a un rôle à jouer particulier, précisément, parce qu'elle avait innové politiquement à ce moment-là, et ça reste d'ailleurs unique dans l'histoire. Eh bien, je pense on peut encore franchir cette étape-là. Et c'est d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de l'initiative que j'ai lancée, qui s'appelle le Grand défi des entreprises pour la planète, que j'ai lancée avec Jérôme Cohen. C'est exactement le sens de ça, c'est de réunir les parties prenantes de l'économie et pour créer de l'intérêt commun et pour qu'elle puisse formuler des propositions qui sont les propositions de tous. Voilà. Je parlais de cet exemple de l'Union européenne qui montre bien qu'on a des capacités en réalité absolument énormes. On a aussi une autre capacité absolument incroyable, c'est la capacité d'adaptation. Et c'est extrêmement important de bien prendre la mesure que nous sommes capables de nous adapter, même à des situations extrêmement difficiles et contraignantes. Je rappelle on sort à peine, enfin on n'est même pas sorti d'ailleurs, puisqu'on commence une 5e vague, mais on sort du plus dur d'une crise qui s'appelle la crise Covid, et qui nous a quasiment du jour au lendemain, pas quasiment d'ailleurs, du jour au lendemain, du 12 mars si je me souviens bien, au 15 mars en gros, et on nous a dit qu'on allait rester chez nous.
qu'on n'allait plus aller travailler, qu'il fallait... vous imaginez pour la tête un industriel, pour les commerçants, pour moi, mère de famille seule avec 3 enfants, c'est une catastrophe. Voilà, c'est une catastrophe de savoir qu'on va avoir 3 enfants, jeunes enfants, qu'il va falloir leur faire l'école, les garder, faire la logistique familiale, en plus de son travail. Eh bien, on a tous connu ça. Et aujourd'hui, on constate finalement, alors ça a été très dur, ça reste très dur. Il y a eu énormément, entre guillemets, de dégâts, enfin de collatéraux, y compris en termes psychologiques chez les jeunes. Donc je ne suis pas en train de dire que c'était facile, mais je suis en train de dire qu'on était capable de le faire et rapidement. Vous avez des industriels qui ont converti leur production assez rapidement pour produire des masques ou du gel hydroalcoolique. D'autres qui se sont adaptés pour que les territoires ne soient pas en rupture d'approvisionnement agricole, alimentaire. Parce que ça, on ne l'a pas mesuré, mais c'était énorme. Parce qu'il a fallu réorganiser en termes alimentaires pour que, dans la mesure où les frontières étaient fermées, le commerce international interrompu, il a fallu réorganiser très rapidement. Etc., etc. Donc, on est capable de cette adaptation rapidement et de retomber sur nos pieds. Et en plus, aujourd'hui, on est les premiers à se dire c'est formidable parce qu'on peut travailler, enfin pour ceux qui le peuvent, on peut travailler en partie chez soi. Donc, on a inventé des nouveaux modes de collaboration, des nouveaux modes de travail, etc., etc. Donc, ça a donné naissance finalement à des mieux faisants ou des mieux disants à l'issue de cette pandémie. Eh bien, c'est exactement ça, le défi climatique. C'est de se dire qu'on est capable d'adapter nos modes de vie, nos raisonnements, nos façons de penser à une nouvelle donne, une nouvelle contrainte. Il ne faut pas se dire que c'est du renoncement. Il faut se dire que c'est une opportunité de transformation. Et je crois que ça, c'est extrêmement important. Et je pense que le secteur événementiel, de ce point de vue-là, est très intéressant parce que le Covid, ça a été absolument épouvantable. Les concerts nous ont manqué, le théâtre nous a manqué, tout nous a manqué. Les conférences, moi qui ai fait beaucoup de conférences, le public m'a manqué, voir des vraies personnes m'a manqué. Mais en même temps, il faut absolument se dire qu'il y a des choses qui évoluent. Alors, il faut faire évoluer, je vais y arriver, chaque secteur en fonction de cette nouvelle donne. J'espère que ça ne sera pas la donne Covid, mais la donne climatique, en revanche, il me semble qu'elle donne beaucoup plus d'opportunités en termes d'innovation. Et puis, on vient d'avoir 3 pitchs qui nous le montrent bien. C'est qu'on est capable de le faire. Et à large échelle, il faut bien se souvenir de cette parole essentielle qui venait avec le rapport du GIEC, c'est que chaque 10e degré compte. C'est-à-dire qu'on est tous responsables d'un 10 millième de degré. Mais la somme de tout ça fait qu'on gagne en 10e de degré et que ce 10e de degré, c'est absolument fondamental en termes d'incendie, en termes de régime climatique, etc. Donc, il n'y a pas de petit et de grand. Il y a chacun ses responsabilités à son échelle. Et le saisir comme une opportunité d'inventer, d'améliorer, de progresser et de prendre ça comme un intérêt commun, je pense que ça peut nous permettre en réalité de faire de grandes choses. Autre transformation pour vous dire à quel point on est capable, et ça personne, tout le monde le sait, mais c'est bien de le rappeler aussi, la transformation digitale. Ceux qui ont à peu près mon âge, et je ne le dirai pas, sont nés sans ordinateur, sans smartphone évidemment, sans au mieux le fax comme mode de communication à longue distance. Et regardez, en l'espace de 20 ans, en gros de 1995 à 2015, c'est tout, ou 1990 à 2010, en gros c'est tous les modes de communication, mais bien au-delà, les modes de gestion de tas de choses qui ont été complètement transformés, et finalement toute notre vie, nos modes de circulation, nos modes d'échange d'idées, d'échange d'argent, etc., qui ont été radicalement transformés par la numérisation. Et on l'a fait. Aujourd'hui, on a tous un espèce d'appendice qui nous permet à la fois de faire nos courses, de réserver notre place de théâtre ou notre billet de train, éventuellement de téléphoner, mais ça c'est accessoire, d'échanger, de communiquer, d'écrire, de travailler, de faire des présentations. Et c'était absolument, mais je vous promets, en 1980, pour les plus jeunes qui nous regardent, 1990, on nous aurait dit ça, on aurait éclaté de rire, c'était impensable. C'est très court à l'échelle de l'histoire humaine, 20 ans. Donc c'est dire ce qu'on est capable de faire, là encore, en termes d'innovation en 20 ans. Et je pense que c'est important de garder en mémoire ces 2 exemples de notre capacité de nous adapter et d'innover en même temps, et donc de progresser. Et simplement, il faut bien garder en tête cette contrainte, c'est-à-dire la limite des ressources et la fragilité du vivant.
Et puis, oui, je l'ai dit, on est dans un effet systémique, donc bien mesuré aussi. Et c'est pour ça la fresque de l'événement que je connais, la fresque du climat, je ne connais pas celle de l'événementiel, mais à mon avis, c'est un très très bon outil parce que c'est très important de saisir aussi, de ne pas réfléchir en silo, mais de bien saisir que tout a un impact. Je pourrais, je ne sais pas si j'ai le temps, oui, j'ai le temps, de prendre l'exemple, je vais vous donner un exemple qui est le régime alimentaire, parce que ça concerne absolument tout le monde. Vous savez que quand on mange de la viande, eh bien, évidemment, ça a un impact absolument incroyable. Je pense en particulier de la viande de bœuf. Avec l'élévation du niveau de vie, avec la croissance qui s'est passée dans les années 90, avec la sortie de la pauvreté d'une grande partie de la population mondiale, on a vu la consommation de viande augmenter très rapidement, très fortement, très rapidement. Et donc, il a fallu développer l'élevage pour répondre à cette demande. Principalement l'élevage industriel, puisque c'est le seul qui permettait de répondre rapidement à cette demande mondiale, qui n'est même pas alignée sur le niveau de consommation de viande des pays européens, hein, mais malgré tout une progression forte. Eh bien, à partir du moment où on développe l'élevage industriel, à proximité des zones où vit l'homme, évidemment, donc forcément à proximité de l'habitat et des villes, on développe une proximité accrue entre l'homme et l'animal. En même temps, pour nourrir ces animaux, il faut évidemment produire beaucoup de céréales. Parce que si je me souviens bien, pour produire 1 kilo de bœuf, par exemple, de steak, on va dire, il faut à minima 12 kilos j'espère que je ne dis pas de bêtises, mais entre 11 et 12 kilos de céréales. Et donc, il faut avoir les terres arables. Et pour ça, comme on n'en avait pas jusqu'à présent, on ne les avait pas développées à ce point-là, on a commencé à beaucoup déboiser dans les années 90, évidemment, pour augmenter la production de céréales qui permettait de nourrir l'élevage industriel, si je puis dire, d'alimenter l'élevage industriel. Quand on déboise, ça a pour effet de modifier les écosystèmes locaux, bien sûr, et ça a aussi pour effet de déconfiner les espèces sauvages. Et en particulier les rongeurs et les fouineurs. Or, les rongeurs et les fouineurs, qui sont dans les forêts, en gros, ils sont porteurs de bactéries, de virus, dont l'homme était protégé, et les espèces domestiques aussi, par le couvert forestier. À partir du moment où on déboise, eh bien, on déconfine tous ces virus et toutes ces bactéries, qui peuvent plus facilement migrer vers les espèces domestiques, et qui, à leur tour, peuvent migrer plus facilement vers l'homme. Ça s'appelle l'histoire de plusieurs épidémies, H5N1 par exemple, probablement la grippe aviaire si elle se transmet à l'homme, ce qui semble être possible. On pense aussi évidemment au Covid-19, puisque c'est une hypothèse forte. Et d'autres, hein, il y a pas mal d'exemples. Donc on voit déjà le premier effet sanitaire. Mais après, il n'y a pas que ça comme effet sanitaire. Il y a l'effet aussi climatique, puisque vous savez que les forêts sont aujourd'hui les principaux puits de carbone, avec les océans bien sûr, puits de carbone, et par conséquent, détruire les forêts, on contribue au réchauffement climatique. Donc vous voyez, et on pourrait continuer comme ça. Donc on a vraiment un effet systémique qu'il est très important de prendre en compte. Moi, là, je vous ai parlé d'un échelon supérieur global, mais en réalité, ces effets systémiques, ils existent à l'échelle locale dans notre vie de tous les jours. Donc, important d'avoir cette vision systémique. Et puis, dernière chose absolument essentielle, et là aussi, je pense que le secteur de l'événementiel peut jouer un rôle très important. Aujourd'hui, on prend conscience qu'il faut changer, modifier nos modes de transport, nos modes de vie, nos régimes alimentaires, etc. Et c'est compliqué, ça fait quand même... et puis voir nos croyances, nos habitudes, notre représentation de ce que c'est que la réussite sociale, la réussite économique. Est-ce que c'est vraiment absolument indispensable? Parce que, par exemple, voyager au bout du monde, c'est un signe de réussite sociale. Or, on sait aujourd'hui que ça a un impact climatique, un impact sur la biosphère très important. Donc, il faut réinventer nos codes sociaux, nos modes de réussite, nos sources de plaisir. Oui, mais le faire sans avoir la certitude qu'on aura un impact, c'est très compliqué. Le faire sans savoir dire qu'on va changer de mode de vie, mais sans avoir une idée de ce que va être le mode de vie après, c'est très compliqué aussi, sauf à mettre une contrainte. Mais moi, j'espère qu'on ne va pas être tous sous le deuxième mode Covid, c'est-à-dire où on décide tout pour nous. Non, tant qu'à faire, autant qu'on choisisse cet après. Et donc, c'est là où c'est important de créer ce qu'on appelle du récit, des histoires, une vision. D'arriver à fabriquer ensemble une vision de là où on peut aller
pour réconcilier évidemment les activités humaines et la biosphère, pour maintenir les équilibres, et en même temps où chacun trouve sa place. Parce que sinon, moi, j'ai pas envie de renoncer à mon steak ou à mon vol de l'autre côté de la planète si je sais pas pourquoi, vers quoi je vais. Et donc, la création de récits, la création de visions à l'échelle des territoires, à l'échelle nationale, etc., ça va être un outil tout à fait essentiel. Et ça fonctionne très bien. Quand on le pratique, ça fonctionne très bien. Mais pour savoir vers quoi je tends et pourquoi je vais changer mon quotidien. Et pour les générations futures, c'est très loin, donc en tout cas pour les 10 prochaines années. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais partager avec vous. J'espère que c'était clair. Partager avec vous sur toutes les bonnes raisons que vous avez d'embarquer dans cette transition, et y compris dans, évidemment, le secteur de l'événementiel. Ouais, merci beaucoup, parce que c'est effectivement important d'avoir cette vision, d'avoir ce roman pour... sans d'avoir une boussole un peu réjouissante au bout. Et justement, alors j'étais avec... c'est effectivement quelques notes que c'est passionnant, oui, sur le fil de Klaxon, ouais, tout à fait. Philippe de Sertine, économiste, la semaine dernière, disait qu'il avait été extrêmement surpris devant une classe d'étudiants. Il est prof dans beaucoup d'endroits, et là c'était à Sciences Po. Et il avait 1 heure de cours sur la dette. On va faire quoi de la dette qu'on a accumulée? Et en fait, il s'est rendu compte que ces étudiants leur disaient, mais en fait, on s'en moque de la dette, on va tous mourir. Il pensait que c'était une blague au début. Non, il y a une éco-anxiété chez les jeunes en particulier. Donc, j'imagine que tout ça, ça va participer à lever aussi, à réjouir cette jeunesse qui n'est pas forcément très optimiste sur l'avenir. Ça se comprend. Enfin, ça fait partie des choses qui, moi, me préoccupent énormément, surtout que j'en ai à la maison, si je puis dire. C'est comment est-ce qu'on mobilise, comment est-ce qu'on attend que des jeunes se mobilisent si tous les jours, ils entendent que ça va que se dégrader. Sans parler de fin du monde, parce que la fin du monde, c'est d'abord le monde mourra. Enfin, il n'y aura pas de fin du monde, mais c'est plutôt une dégradation, une détérioration. Et donc une qualité de vie dégradée, une incertitude, des événements extrêmes plus fréquents, etc. Et donc dire à un jeune, désormais, en fait, le meilleur, c'était avant, mais maintenant, il va falloir s'adapter au pire. Effectivement, je trouve, il y a toutes les raisons de... Et puis, il faut bien mesurer que c'est la même chose au niveau social et économique. C'est-à-dire qu'on est là avec les gens qui ont 20 ans aujourd'hui. C'est la première génération qui probablement gagnera moins que ses parents. Et donc, c'est la première fois dans l'histoire qu'on n'est plus sur un mode progrès, avec ce mot, mais que le mot, d'ailleurs, progrès a été complètement démythifié, mais qu'on est sur un mode, non, il va falloir s'adapter. Et comme projet de vie, s'adapter plutôt que progresser, c'est quand même beaucoup moins stimulant. Et c'est d'où l'importance, et avec les jeunes, de fabriquer cette vision, et parce que en plus ils ont une liberté beaucoup plus grande, puisqu'il n'y a pas d'acquis. Le problème, demander à des gens qui ont 50 ans, 60 ans de fabriquer une vision, c'est compliqué, parce qu'ils ont tout un acquis qu'ils ont peur de perdre, ce qui n'est pas le cas. Donc moi je pense qu'il faut laisser une place très grande aux jeunes, parce que c'est le seul moyen d'embarquer vers un récit qui sera le leur, dans lequel ils vont vivre, et qui sera vraiment innovant, quoi. Et peut-être alors c'est le déclencheur qu'il faut qu'on... Alors vous avez parlé du Covid, de la Seconde Guerre mondiale. À chaque fois, c'est quand même des choses extrêmement marquantes, frappantes. Ça s'arrête du jour au lendemain, enfin en tout cas pour le Covid. Qu'est-ce qu'il faut pour la planète que ça s'arrête du jour au lendemain? C'est ça que je me dis. Est-ce qu'on va y arriver sans qu'il y ait cette espèce d'électrochoc indispensable? Alors, il m'arrive certains matins d'en pleurer, et d'autres matins de me dire c'est incroyable à quel point ça va vite. C'est-à-dire qu'entre le moment où les premiers... J'allais dire le début de la prise de conscience, et encore... alors certes, il y avait le Club de Rome. Bon, et le Club de Rome, soyons clairs, c'était confidentiel à l'époque. On était en pleine ascension, on était dans les 30 glorieuses, donc c'était... personne n'avait envie d'entendre, et c'était moyennement accessible. En revanche, 1992, le sommet de Rio. C'est le premier vrai sommet international qui est consacré finalement à la fragilité de la planète, où il y a un début de prise de conscience. 1992 à maintenant, c'est 40 ans. 40 ans, en réalité, c'est très court. Et quand on voit le chemin parcouru en 40 ans, il est énorme. Il est très insuffisant. Et notre problème, c'est la rapidité des phénomènes et les échéances. C'est ça notre problème aussi. C'est qu'on est sur une dégradation, comme on est sur une dégradation... Je suis en train de calculer, non, ça fait 30 ans, parce que je m'en souviens très bien. 92, 30 ans, oui. Ouais, je suis en train de me dire, pardon, non, je oui, suis pas si vieille. Non, mais en plus, je ne sais même pas compter. Non, 30 ans, c'est encore plus rapide. 30 ans, à l'échelle de l'histoire, c'est vraiment très, très rapide. Et quand on mesure toutes les évolutions, j'imagine qu'on nous aurait dit en 1992 ce qui a été dit à la COP26, c'est
c'est difficile ça aurait été difficile à croire là aussi. Mais c'est très insuffisant parce qu'on est dos au mur, parce que les échéances se multiplient, et parce qu'il y a ce fameux effet systémique, ce qui fait que la même cause produit de plus en plus d'effets, puisqu'il y a un phénomène d'accumulation, d'inertie, des gaz à effet de serre en particulier dans l'atmosphère, mais pas seulement. Une fois qu'une espèce a disparu, on ne peut pas la faire revivre. Donc il y a cet aspect inexorable et rapidement inexorable qui fait que ce n'est pas du tout suffisant. Mais en réalité, ça va très vite. Les femmes, pour acquérir le droit de vote, elles ont mis beaucoup plus de temps. Beaucoup plus de temps. Le temps entre le début de l'abolition de l'esclavage a pris beaucoup plus de temps aussi. Donc en réalité, la prise de conscience, elle n'est pas si lente que ça, mais elle est trop lente. Et donc après, le déclic, c'est ça qui est très compliqué. Comment provoquer le déclic? C'est finalement assez personnel. On sait très bien que sans la contrainte, on n'y arrivera pas. Donc il faut un minimum de personnes qui soient hyper sensibilisées pour qu'on puisse arriver à fabriquer certaines contraintes qui elles-mêmes vont créer des effets systémiques. Une fois que tout le monde a la même règle du jeu, eh bien on s'adapte à la règle du jeu qui peut avoir des effets. Donc c'est pour ça que j'insiste sur l'effet multi-acteurs. Et il n'y a pas besoin il n'est pas nécessaire que 100% de la population soit consciente et mobilisée. Mais les révolutions dans l'histoire, elles ne se sont jamais faites par une majorité. Mais il faut une minorité suffisante pour déclencher l'effet systémique. Et peut-être qu'on n'est pas si loin. Moi, je croise les doigts, je touche du bois et tout ce qu'on peut faire pour espérer que ça soit déjà le cas. Mais sinon, on n'est pas très loin, j'espère. Mais maintenant, c'est vrai, le problème, c'est que c'est très important et ça va très vite. Merci beaucoup. Écoutez, on va rester sur cette note positive. Ça va déjà très vite. Il faut encore que ça s'accélère, mais c'est super. On va y arriver. On va y arriver. En tout cas, ce colloque participe de ces changements rapides. On a vu plein d'exemples réjouissants là, pendant ces deux plénières. Dans vos ateliers cet après-midi, vous allez continuer à travailler ensemble pour accélérer encore le mouvement. Donc, c'est formidable et réjouissant. En tout cas, un grand merci à vous de nous avoir suivis tout au long de ces 2 journées. Un grand merci à vous d'avoir été là pour conclure nos échanges. Merci de l'invitation, j'étais ravie. Merci à nos partenaires aussi, le CROSS, le collectif des festivals et la Belle Éthique qui a produit et qui nous a accompagnés tout au long de ces 2 journées et en amont pour préparer tout ça. On se quitte en images. Hier, c'était l'épisode 1. Voici l'épisode 2 de la série. Les acteurs de l'événementiel, du secteur culturel et sportif qui nous partagent leur prochaine action pour passer à la vitesse supérieure en matière de transition des événements. C'est parti. Nous avons défini des indicateurs uniformisés de ce que devrait faire et mesurer un événement éco-responsable. Nous allons faire la promotion de ces indicateurs dans les prochains mois et nous souhaitons influencer les villes et les territoires ainsi que les commanditaires d'événements. Le label Développement durable nouvelle version et l'outil carbone qui sortira en 2022. À Rennes, on avait déjà mis depuis 2018 en place un dispositif d'éco-responsabilité engageant l'ensemble des partenaires culturels de la ville et on souhaite maintenant mettre en place l'éco-conditionnalité des aides. Ça nous paraît être une étape indispensable pour accélérer les progrès des uns et des autres. Ma future action, c'est de réunir tous les acteurs mobilisés par Ludic Énergie autour d'une plateforme commune pour les connecter autour de valeurs fortes, les engager dans des défis autour de la transition énergétique et les inspirer pour ancrer ce changement dans leur quotidien. Une action pour créer du lien et aller plus loin. Bonjour, désormais pour me rendre à mes performances musicales, je refuse de prendre l'avion, je me déplace uniquement par voie terrestre, éventuellement maritime, et j'essaye de prioriser les résidences et les collaborations durables. Le réseau des gestionnaires d'espaces naturels bretons a conçu un guide à destination des organisateurs de manifestations sportives, culturelles et touristiques dans les espaces naturels protégés. On y trouve des recommandations, des infos et des contacts pour que ces événements s'organisent dans les meilleures conditions à tous les niveaux. Pour la transition écologique de nos événements, nous travaillons avec nos prestataires de restauration pour rendre celle-ci plus durable et moins émettrice de gaz à effet de serre. Pour les repas des artistes et des équipes, je me fournis en majorité chez les producteurs locaux en essayant de limiter la viande et surtout la viande rouge. Nous sommes aussi en transition sur le catering loge pour essayer de réduire les déchets plastiques et proposer aussi des aliments locaux et plus sains.
Au Festival Photo La Gacilly, nous souhaitons continuer de travailler avec nos imprimeurs partenaires afin de poursuivre l'utilisation de matériaux durables et éco-responsables pour les supports de nos photographies. Réutiliser tout ce qui peut l'être. La signalétique de son événement peut devenir tout autre chose, des transats ou des sacs pour les participants de l'événement, qui seront confectionnés par des couturiers ou des couturières d'ateliers en insertion. Alors, notre nouvelle et future action innovante chez Zébulon Régie, c'est un plan complet de process de maîtrise énergétique qui va permettre de réduire la consommation électrique sur les événements de 20 à 50%. Au collectif des festivals, on est très attaché à faire du commun avec les expériences des uns et des autres. Alors on capitalise, on réemploie, on mutualise, on transforme. Par exemple, on a pu expérimenter avec le festival La Part Belle à Sarzeau un quiz pour mesurer l'empreinte carbone des festivaliers et on espère donner des suites avec d'autres festivals. Un escape game sur la thématique développement durable à destination des organisateurs d'événements sportifs. En tant qu'organisatrice du festival Transat en Ville, la ville de Rennes a à cœur de valoriser et être solidaire des autres festivals et structures de son territoire. Par exemple, au sein de sa programmation, avec l'organisation de cartes blanches innovantes. Urgence climatique, silence politique, tous ces mots en X, c'est un peu trop pour moi. Parfois je panique, je me décortique, pas mieux je me noie.